Alors, comment les espèces se forment-elles? Dans un premier cas, il est possible qu'une espèce se modifie ou évolue au fil du temps. On parle alors d'anagénèse. L'anagénèse est un processus qui va générer une succession linéaire dans le temps de descendants et d'ancêtres pour une seule et même espèce. Cette lignée évolutive peut se subdiviser en chronoespèces, c'est-à-dire en espèces dans le temps. Ce genre de spéciation n'entraîne pas de multiplication d'espèces. Dans un deuxième cas, nous avons un processus qui aboutit à l'évolution de nouvelles espèces par la scission d'une lignée ancestrale en deux lignées descendantes. On définit ceci comme étant la cladogénèse. Chez les vertébrés, la cladogénèse est quasiment le seul processus en cause dans l'apparition de nouvelles espèces. Contrairement à l'anagénèse, il s'agit d'un processus multiplicateur d'espèces, donc créateur de biodiversité. Le processus cladogénétique le plus commun est la spéciation allopatrique. Voici un exemple de son déroulement. Imaginons un environnement montagnard ancestral qui contient qu'une seule espèce, des bobos verts. Après quelques milliers d'années de réchauffement climatique, la calotte glaciaire va fondre et le niveau de la mer va augmenter significativement. Nous nous retrouvons donc avec deux îles qui sont en fait le sommet des montagnes. Chaque île a sa population de bobos verts. Puisque notre espèce ne sait pas nager, l'eau entre les îles va rapidement devenir une barrière infranchissable. Il n'y aura donc plus d'accouplement de bobos entre les îles. La barrière entraîne donc un arrêt du flux génique entre les deux populations. L'arrêt du flux génique ou l'arrêt de l'échange de gènes entre des populations est une prémisse essentielle à la multiplication des espèces. Chaque population va donc évoluer indépendamment, en fonction des gènes qu'elle contient et en fonction des pressions sélectives générées par l'environnement distinct de chacune des îles. Les différences environnementales peuvent être climatiques ou écologiques. De plus, si la population d'une île est beaucoup plus petite que l'autre, alors le simple effet du hasard peut avoir un impact important sur la petite population. On parle ici de l'impact de la dérive génique, ou l'effet du hasard. Chaque population va donc développer indépendamment un ensemble co-adapté de gènes face à son environnement. Cette évolution indépendante peut avoir des conséquences sur la morphologie des populations. Ce processus peut prendre des milliers, voire des millions d'années. Un taxonomiste qui analyse le résultat de ce processus va identifier les descendants du bobo vert comme étant deux espèces distinctes avec des caractères diagnostiques qui leur sont propres. Nous sommes donc passés d'une espèce, le bobo vert, à deux espèces, le bobo bleu et le bobo jaune. Si jamais nous entrons dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux de la mer baissent suffisamment pour que l'aire de répartition des deux espèces se chevauche, alors nous pourrons observer s'il y a isolement reproductif. Si entre les deux populations, il n'y a pas d'hybride dans la zone de sympatrie, alors l'isolement reproductif est bien en place et nous avons deux espèces biologiques. Par contre, s'il y a des hybrides dans la zone de sympatrie et que ceux-ci sont viables et féconds, alors cette zone hybride pourrait devenir de plus en plus importante et il est possible d'envisager que les présumées espèces fusionnent. Alors le résultat final serait qu'il n'y a pas de spéciation allopatrique. De fait, le bobo vert ancestral aura évolué en un bobo bleu-jaune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mécanisme d'isolement reproductif évolue alors que les populations sont isolées par la barrière géographique. Cet isolement n'a pas évolué en fonction d'un futur rapprochement avec l'autre espèce. Il est simplement le fruit et la conséquence fortuite de l'évolution et des adaptations des espèces à leur environnement insulaire respectif. Parfois, le mécanisme d'isolement reproductif n'est pas du tout associé à des changements morphologiques. Par exemple, la sturnelle des prés et la sturnelle de l'Ouest, qui sont deux oiseaux nord-américains, ont un plumage qui est presque identique. Les deux espèces ont une très grande zone de sympatrie en Amérique du Nord et ces espèces vivent dans le même habitat
et se reproduisent à peu près à la même période. Or, on ne connaît pas d'hybride dans cette zone de sympatrie. Pourquoi? Parce que ces deux espèces ont un mécanisme d'isolement reproductif qui est très efficace. Et ce mécanisme, c'est le chant. Écoutez le chant de la sturnelle des prés. Et maintenant, écoutez le chant de la sturnelle de l'Ouest. Les deux chants sont très différents et ont évolué indépendamment lorsque les espèces étaient isolées l'une de l'autre. Ces chants distincts font en sorte qu'il n'y a pas de confusion entre les mâles et femelles des deux espèces lors de la période de reproduction et il n'y a pas de croisement ni d'hybride. Donc, on peut concevoir, comme dans le graphique suivant, que l'évolution des espèces est le résultat d'une combinaison de processus anagénétiques et cladogénétiques dans le temps. L'importance relative des deux processus demeure un sujet de discussion parmi les scientifiques. Cependant, le simple fait que notre planète compte plusieurs millions d'espèces vivantes provenant d'un ancêtre commun corrobore de façon convaincante l'importance des processus cladogénétiques en tant que créateurs de biodiversité.